La police de l'Ohio, à la recherche d'un suspect pour le meurtre d'un dentiste et de sa femme à leur domicile, détient désormais son indice principal. Je veux que vous regardiez bien cette vidéo qui vient d'être diffusée par la police de Columbus. Ils considèrent cette personne comme un témoin clé dans les meurtres de Spencer et Monique TP. Ce couple a été retrouvé abattu à l'intérieur de leur maison il y a une semaine. Leurs jeunes enfants étaient également dans la maison, mais ils vont bien. Je vais vous rapporter ce que la famille de Spencer et Monique dit sur qui aurait pu leur vouloir du mal. Nous enquêtons sur cette affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Avant de commencer cet épisode de On the Case, l'une des émissions YouTube les plus populaires, je souhaite évoquer notre sponsor. Morgan & Morgan, le plus grand cabinet d'avocats en préjudice corporel aux États-Unis, compte plus de 1000 avocats ayant récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a touché 12 millions, alors que l'assurance proposait seulement 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, 40 fois plus que l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à obtenir justice. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc, si vous avez été blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur forcepeople.com/OTC. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR affiché à l'écran. J'ai donc consulté les prévisions pour la matinée du 30 décembre à Columbus, Ohio. C'est ce matin-là que la police affirme que Spencer et Monique TP ont été assassinés. La température entre 2 et 5 heures du matin était dans les années 20. Maintenant, réfléchissez à quel point il fait froid, et cela vous fait vous interroger lorsque vous regardez cette vidéo qui vient d'être publiée par la police de Columbus. Que fait quelqu'un en train de marcher seul dans une ruelle au milieu de la nuit? Entre 2 heures et 5 heures du matin, la température varie de -5 à -2 degrés Celsius. Voici une vidéo récemment publiée par la police de Columbus qu'ils espèrent t'aidera à résoudre cette affaire. Ils ont dit ignorer si cette personne a tué les TP, mais l'envisage. Une personne d'intérêt, et vous pouvez voir que cette personne porte un manteau noir, une capuche, un pantalon gris, des chaussures noires. Il semble s'agir d'un homme. Il semble qu'il regarde vers le bas, peut-être pour cacher son visage des caméras de surveillance, comme ici. Sa démarche reste aussi assez distinctive. Je pense que dans cette vidéo, la personne a peut-être les pieds en dedans. C'est juste une posture intéressante en marchant dans la ruelle. Je veux vous montrer ceci, extrait de Google Maps, une vue aérienne de l'endroit où vivaient les TP. Vous voyez la disposition de la maison. C'était comme un duplex relié à d'autres maisons. Et vous pouvez voir qu'il y a une ruelle derrière leur maison, et il semble que c'est dans cette ruelle que la personne marche. Les TP avaient aussi un garage séparé, donc il semble que c'était la ruelle par laquelle on descendait en voiture, puis on garait sa voiture à l'intérieur. La police a indiqué qu'aucun signe d'effraction n'a été constaté dans leur maison le matin des meurtres. Il n'est pas clair pour le moment s'ils pensent que le suspect est passé par la porte arrière ou la porte d'entrée. Peut-être qu'il est passé par une fenêtre. Nous avons vu simplement en regardant certaines vidéos des actualités locales montrant la maison qu'il semble y avoir une caméra de sonnette connectée à la porte d'entrée de la maison des TP. On ignore si quelque chose a été enregistré, mais le Columbus Dispatch précise qu'une caméra de police est installée près de la maison des TP. Mais à ce stade, il n'est pas clair si cette caméra a enregistré quelque chose, ou même si elle fonctionnait la nuit où les TP ont été tués. Maintenant, avant d'aborder la réaction de la famille de Spencer et Monique à cette vidéo récemment publiée, je veux vous mettre à jour sur ce que nous savons jusqu'à présent. Voici donc Spencer et Monique TP. Il s'agit en fait de leur vidéo de mariage de 2021 et il semble qu'au moins une partie de cette vidéo ait été tournée dans la maison où ce couple a été retrouvé mort le 30 décembre. Le couple avait 2 enfants âgés de 4 ans et d'1 an. C'est vraiment déchirant. Et s'il y a une bonne nouvelle dans une histoire comme celle-ci, c'est que ces enfants vont bien physiquement. Le couple avait aussi un chien Golden Doodle. Ce chien n'a pas été blessé non plus. Tous les enfants et le chien sont maintenant avec des membres de la famille. Spencer était dentiste à Athènes, dans l'Ohio. Et c'est un trajet assez long car c'est à environ 120 km de Columbus, donc il avait pas mal de route à faire. Sa biographie sur le site web de son cabinet dentaire indique qu'il a été diplômé de l'Ohio State en 2017 et qu'il avait un diplôme en chirurgie dentaire. Et il aimait son travail. En dehors du travail, il était passionné par les Buckeyes de l'Ohio State et les Bengals de Cincinnati. Originaire de la région, il aimait le golf, les voyages et surtout passer du temps avec sa famille. Et quand on parle de sa famille, on parle de Monique TP, qui est aussi allée à l'Ohio State. Elle était une pâtissière passionnée,
Elle était maman. Le Columbus Dispatch précise que Spencer était son deuxième mariage. Elle a épousé un autre étudiant de l'OOSU en 2015, mais ils ont divorcé en 2017. Ils n'ont pas eu d'enfant. Le journal indique que le divorce semble avoir été réglé à l'amiable maintenant. Spencer et Monique allaient fêter leur 5e anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 30 janvier 2021 à Columbus. Cette vidéo de mariage a été filmée par un membre de la famille qui nous a autorisé à l'utiliser. Cela montre combien ce couple s'aimait et était aimé. Cela continue de soulever la question à laquelle nous cherchons tous une réponse en ce moment. À savoir, qui voudrait faire du mal à ce couple qui avait aussi 2 jeunes enfants et semblait mener une très belle vie? En fait, Spencer était autrefois membre du programme Big Brothers dans l'Ohio. Il aidait les autres. C'est à bien des égards un vrai mystère et une tragédie. Mais plongeons dans ce que nous savons sur ce qui s'est passé le 30 décembre, car c'est le jour où les TP ont perdu la vie. Et nous avons les appels au 911 qui ont été passés par des amis et des collègues inquiets ce matin-là. Écoutez ceci. La police de Columbus vérifie l'un des Kevin. Oui, Je voudrais demander un contrôle de bien-être sur un individu à son domicile. La police a d'abord reçu un appel du cabinet dentaire du docteur TP, car Spencer ne s'était pas présenté ce matin-là. Spencer, âgé de plus de 15 ans, ne s'est pas présenté au travail ce matin et reste injoignable, tout comme sa famille. il ne s'est pas présenté au travail. C'est bien ça? D'accord, ont-ils des soucis de santé? Non, il a toujours été fiable, impossible de le joindre, ni sa femme, sa famille ou quiconque vit là. Ah. Il y a 2 enfants à la maison. Je suis en Floride et propriétaire de l'entreprise. J'ai été informé par mon employé qu'il n'était pas au travail et qu'il gérait le bureau. Donc l'appel a été passé vers 9 heures du matin. C'est le patron de Spencer qui dit qu'il est en vacances en Floride. Mais il recevait des appels de collègues inquiets. Le docteur TP ne s'est pas présenté. Et vous avez perçu autre chose comme des appels à son sujet ou un accident de voiture ou quelque chose comme ça? Non, parfois. Parfois, les gens ne remplissent tout simplement pas leur travail, je veux dire. Peut-être que je ne sais pas. Comme le dit le répartiteur, il est fréquent que des gens ne viennent pas travailler. On peut voir que le patron de Spencer est vraiment inquiet parce qu'il dit que Spencer adore le bureau. Et ne pas venir, c'est quelque chose qu'il ne ferait jamais. Je sais seulement qu'il a toujours été ponctuel et qu'il nous aurait contactés en cas de problème. Et il ne sait pas comment le dire autrement. On est très inquiet car ce n'est pas dans ses habitudes et on ne peut pas joindre sa femme, ce qui est encore plus préoccupant. Environ 20 minutes plus tard, il est 9h22. C'est à ce moment-là qu'un policier s'est rendu chez les TP, mais personne n'a répondu à la porte de la maison du couple, alors l'agent est reparti. Des amis inquiets commencent alors à appeler la police au sujet des TP. Ils se sont en fait rendus chez le couple et ils ont dit qu'ils entendaient les enfants à l'intérieur de la maison. C'était vers 10 heures du matin. D'accord. Quelle est l'urgence là-bas, s'il vous plaît? C'est médical? Peut-être les deux, je ne sais pas, je m'inquiète. Nous avons reçu un appel là-bas. Ils ont frappé à la porte d'entrée et à la porte arrière plusieurs fois et il n'y a eu aucune réponse. Oui, aucune réponse. J'entends des enfants à l'intérieur et je te jure, je crois en avoir entendu un crier. On ne peut pas entrer pour l'instant. Je ne sais pas si je dois enfoncer la porte ou simplement entrer dans la maison ou quoi faire. Tu étais là-bas quand la police était là? Je n'étais pas là, je viens juste d'arriver il y a environ 5 minutes. Ouais, Très bien, on t'enverra un micro. Ensuite, un autre appel arrive du travail de Spencer. Notre patron est absent et injoignable depuis 3 heures. Nous sommes sur place et pouvons entendre... D'accord, j'ai parlé à quelqu'un là-bas. D'accord, je veux juste m'assurer que quelqu'un a appelé. 5 minutes plus tard, un autre appel téléphonique a lieu. Et c'est là que cette histoire, toi qui concerne des amis et des collègues inquiets pour un couple qui ne répond pas au téléphone, un dentiste qui ne s'est pas présenté au travail, une épouse dont on ne sait pas où elle est, prend une autre tournure. Cette histoire change radicalement et pas du tout de la manière que quiconque aurait souhaité. Le corps. notre ami n'était pas un téléphone d'assurance. On sort juste des toilettes. Qui est arrivé ici? Il semble mort. Des gants sont là, il est allongé hors de son lit. Dans ce sang, je ne peux pas m'approcher davantage de la mer. D'accord, bon sang, il ne lit rien du tout. Est-ce que c'est un peu comme... D'accord, très bien, je ne connais pas Pam.
Et c'était quand la dernière fois? Quelqu'un? Genre, oui, hier, je suppose. Comment ferait-il? 37. Tu consommes de la drogue ou quelque chose comme ça? Non. Oh non. Non, d'accord. Très bien. J'ai juste un esprit vraiment jeune, comme un bébé. Très bien, on y va. L'ami inquiet a vu le corps de Spencer dans la maison. L'histoire de la voiture. Ils peuvent entendre des enfants à l'intérieur. Bonnie, tu as entendu l'un d'eux crier. Maintenant, on reçoit un autre appel disant que son corps est à l'intérieur. C'est ça. Copy. Tu pleures? Et voici l'enregistrement de la répartition que nous avons trouvée, où la police demande plus d'unités pour se rendre chez les TP. On appelle TFP la victime, allongée près du lit, et ils sont contents d'être à ses côtés. Lorsque la police est entrée dans la maison, ils ont trouvé Spencer TP mort, ainsi que sa femme Monique. WSYX Télévision indique que le docteur TP a été touché par balle à plusieurs reprises, et Monique avait au moins une blessure par balle à la poitrine. La police n'a pas d'arme du crime pour le moment, et elle a déclaré qu'elle ne pense pas qu'il s'agisse d'un meurtre suivi d'un suicide. La police aurait également retrouvé des douilles de 9 mm sur les lieux. À présent, les autorités de l'Ohio semblent avoir confirmé que ce sont des blessures par balle qui ont causé la mort de Spencer TP et de Monique TP, tous deux décédés de blessures par balle. Mais les autopsies finales ne sont pas terminées et la police attend toujours les résultats des tests toxicologiques. C'est ce que rapportent dans de nouveaux articles provenant des médias locaux. Passons maintenant à l'une des grandes nouvelles informations que nous suivons de la part de la police. Revenons maintenant à la vidéo de cette personne d'intérêt. Parce que cela entre en compte dans une chronologie que la police a considérablement réduite au cours des derniers jours. Le 2 janvier, la police a publié qu'elle recherchait toute vidéo que quelqu'un pourrait avoir dans la zone de la maison de TP entre minuit et 9 h du matin le 30 décembre. Rappelez-vous, 9 h du matin, c'est à ce moment-là que le premier appel au 911 a été passé. C'était de la part de Spencer, le patron de TP, qui s'inquiétait que Spencer ne se présente pas au travail. Puis quelques jours plus tard, la police a encore réduit la plage horaire entre 2 h du matin et 5 h du matin. Et c'est là que nous voyons cette nouvelle vidéo de cette personne d'intérêt dans le quartier de la maison de TP pendant ces quelques heures. Vous regardez encore cette vidéo, ce n'est sans doute pas la méthode la plus originale. Mais il y a certainement, je pense, quelques caractéristiques que l'on peut retenir de la posture de cette personne, de sa démarche et simplement de la façon dont elle marche. J'espère que cela rafraîchira la mémoire de quelqu'un en voyant cette vidéo. Le pantalon gris, la veste, même avec la mauvaise qualité vidéo, chaque détail peut aider à résoudre cette affaire. Maintenant, Rob Misla est marié à la sœur de Spencer et il s'est entretenu avec Ashley Banfield sur News Nation. Voici sa réaction à la vidéo de cette personne d'intérêt. Oui, quand je l'ai vu la première fois, je pense, vous savez, que cette personne a l'air suspecte. Cela pourrait aussi être simplement quelqu'un qui rentre ivre d'un bar. Selon Rob, Spencer et Monique, ces gens étaient très appréciés. Vous pensez à ce couple? Je veux dire, même des gens qui ne les connaissaient pas personnellement sont maintenant tellement confus quant à la raison pour laquelle quelqu'un voudrait leur faire du mal. Rob a dit que le couple n'avait aucun ennemi à sa connaissance. Je ne pense à personne qui leur voudrait du mal. Il a aussi évoqué la question de savoir si les enfants DTP ont pu être témoins de l'horreur vécue par leurs parents dans la maison. À ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'ils l'aient été, je ne pense pas qu'ils aient vu ce qui s'est passé, ou du moins, je veux le croire de tout mon cœur. Donc, il a dit que les enfants semblent ignorer ce qui s'est passé chez eux et à leurs parents, mais qu'ils sont dans les mains aimantes de leur famille. La famille a lancé une page GoFundMe. Elle reçoit beaucoup d'argent en ce moment, et mardi matin, environ 160 000 ont été collectés. La famille a aussi publié une déclaration pendant l'enquête. Je vais vous la lire. Voici une citation. Notre famille est dévastée par la perte tragique et insensée de Spencer et Monique. C'étaient des personnes extraordinaires dont la vie était remplie d'amour, de joie et de liens profonds avec les autres. Spencer était un père dévoué, un partenaire aimant et un ami pour tous. Intelligent, chaleureux et toujours accueillant. Diplômé de l'Université d'État de l'Ohio et membre de l'Association dentaire américaine, Spencer parlait couramment l'espagnol et était profondément engagé à servir les autres. Il redonnait à la communauté à travers l'association Grand Frère, Grande Sœur, était un immense fan des Bengals et des Buckeyes, et vivait sa vie avec énergie, rire et générosité. Monique, mère aimante, patiente et joyeuse, se distinguait par sa chaleur humaine. Elle était formée en éducation de la petite enfance. Elle mettait du soin et de l'attention dans tout ce qu'elle faisait.
C'était une excellente pâtissière, une organisatrice attentionnée et quelqu'un qui trouvait de la joie à rassembler les gens. Sa gentillesse mettait immédiatement les gens à l'aise. Ensemble, Spencer et Monique partageaient une relation belle, forte et profondément heureuse. Ils aimaient voyager, rire et bâtir une vie sur l'amour. Ils étaient les fiers parents de 2 beaux enfants et de leur cher Golden Doodle, et ils ont créé un foyer rempli de chaleur, de bonheur et de liens. Nous sommes dévastés au-delà des mots et aucun résultat ne pourra jamais réparer cette perte. Notre famille s'engage à ce que cette tragédie soit pleinement et équitablement traduite en justice et à honorer Spencer et Monique en protégeant l'avenir des enfants qu'ils aimaient si profondément. Rejoignez-nous pour discuter de cette affaire avec Will Savilar, commandant détective à la retraite du département de police de Chicago. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Que voyez-vous lorsque vous regardez cette vidéo publiée par la police de Columbus? Eh bien, ça montre quelque chose, vous savez, ça montre quelqu'un qui marche dans une ruelle. Entre 2 et 5 heures du matin, ils ont réduit leur chronologie à cette plage, pensant que le crime s'est produit alors. Cela indique quelque chose et m'oriente dans mon enquête. Commencez par analyser les antennes relais de la zone et identifier les numéros connectés durant cette période. Beaucoup d'habitants auront leurs numéros reliés à ces antennes. Vous verrez ces numéros se répéter sur ces antennes. Peut-être aurez-vous de la chance et verrez un numéro inhabituel ou peu connecté. Je commencerai par analyser les antennes relais près de leur maison dans la direction de ces déplacements. Et vous regardez cette vidéo, et je dirais que ce n'est pas la démarche la plus unique que j'ai jamais vue, mais c'est un peu, vous savez, il regarde vers le bas. Y a-t-il quelque chose, juste du point de vue du langage corporel, que vous pouvez en tirer en tant qu'enquêteur? Il ne semble pas qu'il ressente une véritable urgence dans sa démarche. On dirait simplement qu'il déambule dans la ruelle sans se presser d'aller ou de revenir de quelque part. Quand on regarde cette vidéo sortie hier soir marque un tournant. On se dit qu'il se passe enfin quelque chose, une semaine après la découverte du couple mort chez lui. Vraiment? Qu'est-ce que tu penses du fait que, jusqu'à présent, il semble que ce soit la seule vidéo que la police ait diffusée? Eh bien, ça ne me surprend pas en fait. Ce qui me surprend un peu, c'est que ce soit la seule vidéo qu'ils aient diffusée, mais ça ne veut pas dire que je suis désolé, c'est la seule vidéo qu'ils ont publiée. Ça ne veut pas dire que c'est la seule vidéo qu'ils possèdent. D'accord, je veux dire, c'est possible, et ce serait étrange à notre époque avec toutes les caméras de surveillance. Et je crois qu'il y a une caméra de police à l'angle de la rue où ils habitent, et c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. Entre minuit et 9 heures du matin, c'est tout ce qu'ils ont pu trouver. Une seule personne marchant dans une ruelle au beau milieu de la nuit. Je dois croire qu'il y a plus que ça. Moi aussi. Rien qu'en regardant leur maison, on dirait qu'il y a eu de nouvelles constructions. Vous savez, ce genre de joli duplex qu'on voit dans les villes de nos jours. Et celle-ci, par exemple, c'était une caméra Nest, qui est un peu comme ces nouvelles sonnettes connectées, comme Ring. Ce genre de société où, vous voyez, on pourrait penser, dans ce quartier où il y a beaucoup de ces maisons neuves, il y a justement ce genre de caméra dans la zone. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'effraction, selon la police. Je reviens souvent sur ce point. Il semble que le corps de Spencer Tepey ait été retrouvé dans une chambre. Il n'a pas été précisé quand le corps de Monique a été retrouvé dans la maison. Il aurait reçu plus de balles qu'elle. Et cela se passe au milieu de la nuit, sans effraction, mais il y a au moins un corps dans la chambre. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça, de ces détails qui semblent s'assembler? L'absence d'effraction compte. Les gens ferment leurs portes la nuit. Voilà autre chose. Il y a un chien familial. Oui. Le chien réveille-t-il les enfants? Pourquoi ne sont-ils pas blessés? Est-ce que tout se passe si vite que l'acte est accompli et qu'ils sortent par la porte avant que les enfants ne se réveillent? Utilise-t-il une arme avec silencieux? Est-il possible que l'arme soit munie d'un silencieux pour la rendre plus discrète? Mais non, entrée forcée, j'ai un code d'entrée à la porte de ma maison pour le ménage. Des gens l'ont et mes enfants et ma famille l'ont, c'est tout. Donc, s'ils ont un code d'entrée à la porte et que quelqu'un a ce code, qui sait? Je veux dire, c'est tellement, ce n'est pas, c'est juste tellement. Les chances d'être assassiné chez soi par un parfait inconnu au milieu de la nuit, sans effraction et sans aucun signe de lutte, c'est vraiment très improbable, donc il doit y avoir autre chose là-dedans. Et je sais.
Rien qu'en regardant certaines vidéos des infos locales, où l'on voit l'avant de la maison et il semble qu'il y ait une sonnette connectée à l'entrée, cela peut aussi indiquer la présence d'un système de sécurité dans la maison, par exemple lors de l'ouverture de la porte arrière. Même cela pourrait déclencher quelque chose, on ne sait pas si c'est le cas. Et puis, beaucoup de gens oublient d'activer leur alarme la nuit. Et tu sais, s'il entre par la porte de derrière, peut-être qu'ils ont oublié de la verrouiller cette nuit-là. Peut-être qu'ils ne la ferment pas parce que le garage est derrière, je ne sais pas. Ils ont apparemment récupéré quelques douilles de 9 millimètres. Quelles informations ces preuves sur la scène apportent-elles? Vous allez obtenir une empreinte de cette preuve, mais pas une empreinte digitale au sens strict. Mais chaque fois qu'un chien frappe une amorce, vous allez obtenir une marque distincte. Chaque impact d'un éjecteur sur une douille laisse une marque unique, comme une empreinte digitale. Ça va être propre à cette arme, ça va être exclusif à cette arme, d'accord? Donc vous allez l'obtenir maintenant. Si vous mettez ça dans une base de données et que cette arme a été utilisée ailleurs, comme s'il y a une douille provenant d'une autre fusillade aléatoire et qu'elle est dans la base de données, vous allez pouvoir relier l'arme. Ou relier ces douilles à différentes scènes de crime. Maintenant, pour que cela ait une quelconque valeur en tant que preuve, il faut avoir l'arme. Avec l'arme, vous pouvez comparer et identifier celle du crime. Concernant le rapport qui indique que Spencer TP a été touché par balle plus de fois que sa femme, qu'il a été touché à plusieurs reprises et qu'elle avait au moins une blessure par balle à la poitrine. À quel point cela est-il courant dans les fusillades? Est-ce que cela signifie vraiment quelque chose? Cela pourrait-il simplement vouloir dire que quelqu'un a décidé de cibler cette personne et que sa femme se trouvait aussi là? Ou est-ce que cela pourrait simplement être, vous savez, juste une conséquence des circonstances? Comment déterminez-vous si cela a réellement une signification? Je veux dire, cela pourrait simplement être la façon dont les choses se sont passées. Et vous pouvez déterminer, vous avez plus d'éléments pour déterminer cela. Où est le corps? Le corps, à quoi ressemble-t-il? Peut-être voit-il quelque chose? Il avance vers la personne dans l'embrasure de la porte de la chambre, si c'est là que ça se passe. Il se fait tirer dessus et tombe du lit? Il faut regarder la scène, c'est la scène qui va raconter l'histoire. La personne avance-t-elle? Doit-il tirer plusieurs fois à cause de cela? La pauvre épouse dort-elle simplement? Peut-être quand cela arrive. Oui, et je reviens au chien, parce que ça, c'est un golden doodle. Je ne connais pas grand-chose au chien, mais il me semble que c'est un élément important, en ce qui concerne les aboiements et le bruit. Mais tu as aussi ces deux enfants, l'un a 4 ans, l'autre a 1 an. Je ne sais pas combien d'informations tu peux obtenir d'un enfant d'1 an. Je sais que le beau-frère de Spencer, TP, a dit à News Nation qu'il n'y croit pas. Juste en se basant sur le fait que les enfants semblent ignorer ce qui s'est passé, il se peut qu'ils n'aient rien vu. Mais comment fais-tu, tu sais, avec un enfant de 4 ans, et essayer de voir s'ils peuvent te donner des informations sur quelque chose qui aurait pu se passer pendant la nuit? Nous réalisons un entretien sensible à la victime, appelé entretien sensible à la victime. Cet enfant de 4 ans est emmené dans un établissement spécialisé dans l'accompagnement des enfants ayant vécu un traumatisme. La police et nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas les outils, alors nous utilisons cet entretien sensible à la victime et ils expliquent les choses aux enfants. Ils leur parlent à un niveau qu'ils peuvent comprendre et ils essaient d'obtenir les informations. Ce n'est ni facile ni agréable. Ces enfants n'auraient peut-être rien vu. Jusqu'au moment où ils sont entrés pour peut-être prendre le petit déjeuner ou quelque chose comme ça, ils n'ont pas trouvé maman et papa. Oui, c'est vraiment une partie terrible, terrible de cette histoire. Le Columbus Dispatch a indiqué qu'il y avait une caméra de police installée quelque part dans le quartier. On ne sait pas si elle était en fonctionnement. Mais je veux dire, on sait ce qu'une caméra de sonnette connectée, comme une Ring, peut montrer, ce qu'une caméra Nest peut montrer, comme dans ce cas, ce que certaines de ces caméras de police peuvent en montrer. Et je sais que dans une ville comme Chicago, il y a des caméras de police. Mais dis quelle est la qualité de la vidéo que l'on peut obtenir. Si c'est vraiment activé, qu'est-ce qu'on peut vraiment obtenir d'une caméra comme ça? La vidéo est excellente. Maintenant, il y a plusieurs types de caméras. Il y a des caméras qui balayent simplement d'un côté à l'autre sans opérateur. Il y a des caméras fixes qui regardent un endroit précis. Et nous avons des missions de surveillance vidéo, où quelqu'un va s'asseoir dans une zone où l'on soupçonne qu'il y a beaucoup de violence, ou bien où l'on observe un schéma de forte violence ou beaucoup d'activité. Ils la balayeront manuellement, la déplaceront et observeront les environs lors de cette mission de surveillance vidéo. Certaines le sont, malheureusement, et j'ai eu ce cas dans pas mal de meurtres. Ma caméra de surveillance scanne, mais lors du meurtre, elle est orientée ailleurs. Quand elle revient, on voit soit la victime au sol, soit quelqu'un qui fuit. Souvent, c'est un vrai coup de chance.
On ignore si la caméra regarde au bon endroit ou scanne. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons ceci, cela fait une semaine que les tipis ont été retrouvés morts le 30 décembre. Je continue à actualiser mes réseaux sociaux pour savoir s'il y a eu une arrestation. On atteint la première semaine, tu vois, dans ta carrière. Je veux dire, tu as enquêté et résolu beaucoup d'homicides dans ta carrière, avec cette affaire, hein, je suppose, jusqu'à présent. Qu'est-ce que ton instinct te dit à ce stade de l'enquête et sur ce qui a pu se passer? Quand tu reçois si peu d'informations, encore une fois, on ignore ce que la police sait. Mais cela m'indique deux possibilités. Dans notre cas, c'était soit on ne sait rien et on a vraiment besoin d'aide, soit on sait quelque chose, mais on ne veut pas que tout le monde sache ce qu'on sait. Au cas où, tu sais, on ne veut rien révéler et si c'est une relation, on souhaite que tout se déroule normalement et donner à quelqu'un assez de liberté pour qu'il se piège. Donc, soit ils ne savent rien, soit ils en savent plus et ils ne le révèlent pas. Dans votre carrière, à quel point était-il courant qu'à une semaine d'une affaire, vous vous disiez: «Je n'ai aucune idée de ce qu'on fait»? Vous voyez où va cette enquête? Je veux dire, à quel point est-ce courant? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous croient même souvent que la police a quelque chose en cours, hein, qu'ils avancent, hein, surtout après une semaine. Mais quelle est la réalité pour beaucoup de services de police? Je parle en général, pas uniquement de cette affaire. Vous connaissez ces moments où, une semaine plus tard, la pression monte car l'enquête stagne. Ça arrive plus souvent qu'on ne le souhaiterait, vous savez, ça arrive plus souvent qu'on ne le souhaiterait. Certaines affaires, dès votre retour au bureau après avoir quitté la scène, sont déjà froides. Tout a été tenté. Vous recueillez alors des preuves. Sans vouloir être trop graphique, il s'agit souvent d'affaires où le corps est déplacé et le meurtre a lieu ailleurs. Beaucoup deviennent des cold cases et vous espérez simplement recevoir un tuyau, vous espérez quelque chose de la part de la police scientifique, vous espérez quelque chose et l'autopsie qui pourra vous aider. Mais si un meurtre survient chez quelqu'un et qu'une semaine plus tard, je dois croire qu'il se passe plus qu'une enquête classique. Combien de temps cela prend-il en général? Je suppose qu'ils ont fouillé la maison pour trouver des empreintes et d'autres preuves afin d'identifier qui est entré cette nuit-là. Je veux dire, combien de temps cela prend-il généralement pour obtenir ce genre de résultat? Les empreintes, c'est assez rapide, les empreintes reviennent assez vite. Si vous obtenez une bonne empreinte latente, vous l'apportez à un analyste. Il l'examine, la met dans un système et regarde si elle apparaît dans APHIS. Ça, c'est assez rapide. L'acide désoxyribonucléique prend plus de temps, les fibres vont prendre plus de temps, les empreintes, c'est rapide, l'acide désoxyribonucléique prend beaucoup de temps. Et puis à ce stade, on n'a rien entendu concernant le fait que quelque chose ait été pris dans la maison ou que des choses aient été mises sans dessus-dessous dans la maison. Comme si quelqu'un avait, par exemple, saccagé l'endroit. Rien de tel n'a été signalé pour l'instant, je suppose. Comment déterminez-vous généralement d'un point de vue médico-légal s'il s'agissait d'une attaque ciblée contre des personnes comme les tipis? Découvrez ce qui se passe en coulisses et trouvez l'histoire derrière tout cela. Vous vous adressez à ceux qui connaissent la situation et sont familiers avec leur vie. On ignore ce qui se passe chez le voisin, n'est-ce pas? Peut-être que tout a l'air parfait, tout, mais on ne sait pas. Et la seule façon de le découvrir, c'est d'interroger toutes les personnes qu'ils connaissent. Et malheureusement, il faut commencer à examiner les finances et ce genre de choses, les relations antérieures, tout doit être pris en compte. En général, je veux dire, à ce stade, vous êtes à une semaine de ce qui s'est passé. Je veux dire, combien de personnes, vous savez? Dans ce cas, je pense aussi. Comme il était dentiste, vous savez, on ne sait pas s'il y avait un différend lié au cabinet dentaire. On ne sait pas. Vous connaissez son parcours, on sait qu'elle avait un diplôme, moi je crois, en éducation de la petite enfance, mais on ne sait pas grand-chose sur, vous savez, sa vie professionnelle, je suppose, qui... Comment identifiez-vous toutes les personnes à qui vous devez parler pendant cette période? Et comment parvenez-vous à réduire la liste? D'accord? Ce type d'information de cette personne compte. Et c'est juste quelqu'un qui veut aider, c'est tout. En dehors des entretiens de base avec la famille, les collègues et les voisins, vous faites tout cela. Examinez leurs réseaux sociaux et relevés téléphoniques pour savoir avec qui ils communiquent. Cette personne est-elle venue à la maison juste avant que cela n'arrive? Cette personne est-elle déjà dans la maison? Quand cela arrive-t-il? Cela expliquerait l'absence d'alerte du chien ou de vous? Pas d'effraction. Donc, en plus de faire les entretiens, ce que vous devez faire, vous devez aussi creuser un peu plus. Vous devez regarder, comme je l'ai dit, dans les finances, vous devez aller sur leurs réseaux sociaux, vous devez examiner leur téléphone, pas parce que vous essayez de les enquêter, mais parce que vous essayez de comprendre pourquoi cela leur est arrivé. On pense à ces enfants, à ce qu'ils ont vu ou non, mais surtout à ce qu'ils devront porter plus tard.
et à cette famille. On espère simplement qu'ils pourront obtenir justice, que la police fait avancer les choses et qu'il y aura justice un jour. Dans ce cas, il s'agit du commandant détective à la retraite, Wills Villar, du département de police de Chicago. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Chris. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.